Donc bonjour, je suis Élodie Feijo d'asile.ch, service d'information et de documentation sur l'asile, et je suis responsable du comptoir des médias, qui est un projet d'action et de sensibilisation aux questions d'asile et de migration destiné aux médias romans. Donc le point presse d'aujourd'hui, c'est le 12e d'une série organisée en partenariat avec le NCCR on the Move, qui est le pôle de recherche national sur la migration et la mobilité. L'objectif des points presse migration, c'est de permettre la rencontre et le dialogue entre les médias, la recherche scientifique et les professionnels de terrain sur un sujet d'actualité. Après les présentations des intervenants et intervenantes du jour, vous aurez l'occasion de leur poser toutes vos questions. Vous devriez avoir à peu près une vingtaine de minutes pour poser vos questions. Donc je laisse tout de suite la parole à Marie Viomier, qui est journaliste parlementaire pour les radios régionales romandes et qui va modérer la discussion d'aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point presse. On va parler d'intégration. Je trouve d'un point de vue journalistique, c'est intéressant cette notion d'intégration parce qu'en fait, on en parle beaucoup ici aussi au niveau de la politique fédérale, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Nous, au niveau des journalistes ou au niveau des politiciens, des fois, c'est il faut s'intégrer, il faut des critères d'intégration, etc., etc. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on va avoir justement un peu une vision un peu plus de qu'est-ce que ça veut dire l'intégration et puis aussi au niveau du terrain, quoi, en fait, comment ça se traduit sur le terrain, ces critères d'intégration. Donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant. On va donner la parole aux quatre intervenants et intervenantes et ensuite vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, vous pourrez écrire soit dans le chat vos questions ou alors lever la main. Tout en bas, en fait, il y a un lever de main virtuel. Vous pourrez lever la main et puis je vous donnerai la parole. Comme on a quatre intervenants aujourd'hui, ce serait bien peut-être quand même de préciser à qui vous posez la question quand vous posez la question à la fin. Voilà. Écoutez, je ne vais pas faire plus long. Je vais tout de suite passer la parole à notre premier intervenant qui est Stéphane Manzeregli, que je laisse se présenter brièvement et puis commencer sa présentation. Voilà, je vais réarriver tout de suite. Comme ça. Voilà, merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. Je m'appelle Stéphane Mandiregli. Je suis un chercheur postdoctoral en ce moment basé à Amsterdam, mais ce que je parlerai aujourd'hui, c'est ma thèse de doctorat que j'ai fait à l'université de Neuchâtel, aussi associée au NCCR on the Move. Alors, pour entrer tout de suite dans le sujet, la notion d'intégration, on a déjà entendu, on le voit dans le titre aussi, c'est une notion ambivalente. Par contre, quand vous tapez sur Google, on trouve souvent des images comme ça, des mains serrées, des pièces de puzzle qui se rejoignent. C'est une sorte de feel-good concept, hein, on pourrait dire, de droite à gauche, tout le monde s'y réfère, personne n'est contre l'intégration si vous voulez, même si on l'utilise de manière très différente. Et puis, on a aussi vu dans le débat du jeudi dernier au Conseil national par rapport à l'initiative pour la démocratie, auquel je reviens à la fin. Là aussi, tout le monde s'est référé à l'intégration de manière différente. Le débat, c'était plutôt est-ce que la naturalisation, c'est le début ou la fin de l'intégration, si vous voulez. Alors, très brièvement, vraiment une sorte de historique d'où ça vient. Comme vous le savez, peut-être le XXe siècle, la politique migratoire en Suisse, elle était marquée par une sorte de défense contre la surpopulation étrangère, si on veut traduire Überfremdungsabwehr comme ça. On parlait beaucoup, la politique aussi, c'était beaucoup par rapport à l'assimilation des saisonniers et tout ça. On parlait des problèmes de l'intégration à l'époque. Et c'était à partir des années 90 seulement où l'intégration était vraiment lancée comme un concept ou une idée plutôt émancipatoire contre l'idée de l'assimilation, aussi dans d'autres pays. Mais c'était un peu le débat en Suisse. Et du coup, au début du 21e siècle, on parlait, c'était ce paradigme de encourager et exiger qui qui a commencé un peu dans la politique. Au début, c'était surtout encourager. Du coup, le premier programme d'intégration, c'était vraiment d'essayer de soutenir, de parler, de donner de l'argent aussi au niveau fédéral par rapport à tout cela. Et du coup, au cours des années zéro du 21e siècle, on a eu une codification de l'intégration de plus en plus. Et puis, en 2014, avec l'initiative contre l'immigration de masse de l'UDC, on avait aussi la première fois que cette notion de l'intégration était écrite dans la Constitution fédérale, où elle n'était pas avant. Et c'est aussi là qu'on voit un tournant plutôt coercitif, si on veut, un peu plus un durcissement par rapport à cette notion et du coup plutôt le côté exigé, si vous voulez, de ce paradigme.
Parce que là, vous voyez que justement, cette initiative prévoyait des plafonds et des contingents par rapport aux immigrés, aussi en considérant la capacité d'intégration des immigrés. Et du coup, après les années 2010, on avait une révision des lois sur la nationalité suisse, mais aussi sur la loi sur les étrangers qui devenait justement la loi sur les étrangers et l'intégration. Et on voit déjà comment ça s'est codifié dans la loi et a gagné en importance, disons. Du coup, on a vu une certaine harmonisation par rapport à l'intégration, mais aussi un durcissement au niveau des exigences et des critères. Et cette question, elle devenait toujours de plus en plus importante si on veut, parce que justement, dans cette démocratie suisse, on a maintenant plus qu'un quart de la population qui est exclue du passeport suisse. Et ça veut dire évidemment qu'il y en a une partie croissante de la population qui est considérée par cette notion d'intégration dans la loi surtout, mais aussi dans les discours publics, comme on verra. Mais c'est aussi au nom de cette intégration qui montre qu'ils sont exclus de la naturalisation et de cette démocratie. C'est une sorte de... Ouais, c'est les deux côtés un peu, si on veut, de cette logique. Et ici, vous voyez juste la part de la population étrangère, si vous voulez, en Suisse, qui n'a pas de passeport suisse, qui a toujours accru déjà depuis 1900 et a juste descendu un peu entre les deux guerres et avec la crise économique au début des années 70. Alors, ce qu'on a essayé avec cette harmonisation dans la loi, c'était cette idée d'un modèle graduel de l'intégration, c'est-à-dire que avec plus de droits, on aura aussi plus des obligations et l'inverse dans cette logique qu'on avance ici par rapport au statut. Par exemple, vous voyez, il y a une sorte des échelles pour monter à la prochaine étape du statut ou à la fin aussi du passeport suisse. Il faut toujours remplir plus de critères. Et ce qui est important dans la loi, c'est aussi qu'on peut aussi retomber en bas si on ne remplit plus certains critères d'intégration. Du coup, là maintenant, c'est vraiment le côté exigé de l'intégration. On n'entendra plus sur l'encourager tout de suite. Et du coup, on peut regarder d'un côté qu'est-ce que l'intégration par rapport aux normes sociales, par exemple, mais aussi les discours, les idées autour de l'intégration. Et ici, on a fait une étude avec un collègue quantitatif où on a demandé aux gens en Suisse par rapport à des normes sociaux en termes d'intégration, mais sans l'appeler intégration. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on a demandé à la moitié des gens des 1000 personnes qu'on a demandé dans notre étude, on a demandé par rapport à certaines normes sociales, culturelles, socio-politiques, etc., s'il se trouve cette norme importante ou pas. Par exemple, on devrait avoir du contact régulier avec ses voisins. Ça, c'était une question pour ce qu'on appelle l'intégration sociale. Et pour la moitié des gens, on a demandé les étrangers, les étrangères devraient avoir du contact régulier avec ses voisins. Et pour l'autre moitié, on a formulé la question de manière plus neutre ou plus générale par rapport à la société, en disant on devrait avoir du contact régulier avec la société. Et ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on appelle un migration bias, un biais de l'intégration, si vous voulez, par rapport à ces questions, parce qu'on voyait que justement, si on formulait les questions par rapport aux étrangers, les normes devenaient plus strictes, certaines normes devenaient plus strictes que si on les formulait pour la société en général. Et ça, c'était surtout le cas pour les normes sociales, comme vous voyez la toute première ligne. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a trouvé cela que pour la Suisse alémanique, et comme c'était aussi la majorité de ces 1000 personnes, comme c'était représentatif, on la trouve pour toute la Suisse, mais il résulte de ce biais en Suisse alémanique et il n'apparaissait pas en Suisse romande. Ce qui est intéressant, on s'est pas entendu à ça, peut-être on pourra en discuter, mais vous voyez surtout pour les premières normes là, sociales, que souvent quand une personne est d'accord le plus fortement avec une norme, elle est plus forte pour les étrangers que pour la société en général. Et c'est ce qu'on appelait une sorte de migration bias pour l'intégration. Et c'est un point important parce que typiquement, justement, l'intégration, elle s'adresse uniquement aux personnes immigrées. Et même si on en parle beaucoup de ce concept comme un two-way process ou considérant aussi la société d'autres, si vous voulez, dans la loi, ce n'est pas le cas. Et ici, on voit aussi dans les discours, dans les têtes, dans les idées, c'est souvent pas la même norme sociale qu'on applique à tout le monde, si vous voulez. Alors, dans ma thèse, j'ai regardé surtout ces critères d'intégration et plus spécifiquement la notion du respect des valeurs de la Constitution.
C'est un des nouveaux critères, si vous voulez, codifiés lors des révisions. Et là, justement, j'ai regardé un peu qu'est-ce que c'est, comment ça s'est appliqué, à qui ça s'applique, de quelle manière, etc. Et je ne vais pas vous lire ma thèse maintenant, mais juste vous donner une citation qui résume un peu qu'est-ce qui se passe par rapport à ce critère-là qu'on a fait, que je menais avec quelqu'un d'un canton qui fait justement ces entretiens par rapport à ce respect des valeurs. Et la personne m'a dit, alors toujours dans cette question relative au respect des valeurs de la Constitution fédérale, on pose toujours des questions de genre dans un couple marié avec vos enfants, qui va à la réunion des parents? Par exemple, pour chercher à voir le mode de vie, est-ce que ce sont des gens qui comprennent qu'ici en Suisse, autant l'homme que les femmes ont tous l'obligation d'accompagner et de subvenir aux besoins de leurs enfants et de leur éducation, ou cette charge est laissée là uniquement à la femme? Donc voilà des questions comme ça en lien avec les valeurs de la Constitution fédérale, des petites questions qu'on pose juste pour chercher à comprendre comment la personne voit les choses. Et là, vous voyez déjà plein de choses qui se passent, que j'adresse dans ma thèse. Il y a une sorte d'imaginaire, ce que j'appelle la communauté de valeurs, que tous, nous, en Suisse, on respecte et on adopte déjà ces valeurs, comme l'égalité des genres, par exemple, que les autres n'ont pas, et du coup, il faut les exiger de faire comme ça. Mais il se passe aussi une sorte de culturalisation, ce qu'on voit pas ici, mais surtout par rapport à l'égalité des genres, par exemple. Et aussi, ce qui est très important, l'État doit vraiment chercher à accéder des valeurs internes, des convictions internes, ici, de voir le mode de vie, de comment la personne voit les choses. Et c'est un truc assez problématique dans l'État de droit libéral, typiquement, parce qu'on ne cherche pas forcément à voir l'intérieur des personnes, mais surtout sa conduite, si vous voulez, très brièvement. Du coup, ça, j'ai adressé dans deux, trois articles, qui est ma thèse. Et tout cela pour dire du côté exiger, et on va encore voilà, parler du côté encourager un peu plus après. Et pour finir, je voulais juste revenir à l'actualité politique qui était l'initiative pour la démocratie, qui a été débattue jeudi dernier au Conseil national. Il y avait plus de 5 heures de débat, 70 intervenants, du coup presque un tiers du Conseil qui voulait s'exprimer là-dessus. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que cette initiative, justement, elle essaye ou elle voudrait limiter ce qui est le côté exigé de l'intégration pour la naturalisation à des critères assez fixes et objectifs, si on veut, au niveau fédéral, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent des critères qui sont définis par les cantons, mais aussi par les communes. Qu'est-ce qu'ils entendent pour l'intégration? Qu'est-ce que c'est l'intégration locale? Et ils peuvent poser toutes sortes de questions, presque, on pourrait dire. Et ça aussi, surtout par rapport à cette notion des valeurs de la Constitution, justement parce que c'est pas défini plus précisément ce qu'on entend par là. Et cette initiative, et c'était aussi débattu comme ça, le Conseil fédéral, il dit, voilà, elle cherche à harmoniser un peu ces critères objectifs au niveau fédéral. Et bien sûr, un des objectifs les plus forts dans le débat, c'est aussi le fédéralisme et que justement les cantons et les communes peuvent décider eux-mêmes qu'est-ce qu'ils entendent par là et comment évaluer ces critères. Je pense que je vais m'arrêter là et puis je me réjouis de la discussion après. Merci beaucoup. Eh ben, je passe tout de suite la parole à Karine Takela. Je vous laisse brièvement vous présenter et puis enchaîner avec votre présentation. Merci. Donc, effectivement, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Karine Takela. Je travaille donc au Centre social protestant de Neuchâtel comme conseillère en insertion. Et je suis également responsable d'une petite équipe de 5 conseillères en insertion et qui sont également des chargés de cours collectifs. Je vais donc poursuivre la discussion en commençant par présenter très rapidement le CSP et la façon dont on œuvre en faveur de l'insertion professionnelle des réfugiés dans le canton de Neuchâtel. Donc pourquoi on parle du CSP Neuchâtel aujourd'hui? Donc en quelques mots, c'est une fondation privée d'utilité publique qui existe depuis plus de 60 ans dans le canton de Neuchâtel. Nous sommes une cinquantaine de collaborateurs et collaboratrices et nous sommes actifs dans les domaines suivants. Donc le domaine social, prévention et désendettement, le domaine juridique avec une partie généraliste et l'autre partie qui est plus axée sur l'asile avec le bureau de consultation juridique. Le domaine de l'insertion professionnelle avec un lieu qui accueille en permanence des personnes en stage d'insertion. Le domaine de la vente avec nos 3 boutiques de deuxième main et notre secteur de ramassage et débarras à domicile.
Bon, voilà, ce qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, c'est bien sûr le domaine migration-asile, puisque le CSP, avec Caritas Neuchâtel, est autorité d'aide sociale pour les réfugiés du canton, avec un mandat d'intégration socio-professionnelle. Donc, c'est bien de ça dont il va s'agir aujourd'hui. Le public cible, qui serait la prochaine slide. Le public cible donc de nos prestations, ce sont donc bien des réfugiés avec permis B réfugiés et des permis F réfugiés, donc avec le CSP comme autorité d'aide sociale. On accompagne aussi d'autres personnes que celles qui sont rattachées au CSP, à savoir, je le disais tout à l'heure, Caritas est aussi autorité d'aide sociale pour les réfugiés. On suit également des personnes qui sont au bénéfice d'une admission provisoire ou avec un permis S, mais qui sont donc suivies par le service d'immigration, et aussi d'autres personnes migrantes, qui sont d'ailleurs pas forcément issues de l'asile. Pour effectuer ce travail d'accompagnement, on a plusieurs mandats de prestation avec différents services de l'État. Je citerai notamment le service de la cohésion multiculturelle, le service de l'action sociale et aussi le service de la formation. C'est important effectivement de préciser à ce stade l'un de nos cadres d'intervention principaux qui détermine une bonne partie de nos interventions. Donc, il s'agit bien entendu de l'agenda intégration suisse, AIS de son petit nom, et les forfaits d'intégration. Donc, en très résumé, l'AIS est donc le programme national de soutien à l'intégration des réfugiés et des personnes admises provisoirement. Il est rentré en vigueur le 1er mai 2019. Il est commun à tous les cantons suisses et il vise l'atteinte de 5 objectifs en termes de langue, de formation, d'emploi, d'insertion sociale, avec 2 gros objectifs qui est de soutenir le vivre ensemble de façon générale et de réduire les dépenses à l'aide sociale. Cet agenda s'accompagne bien sûr d'un aspect financier et dans le cas de l'AIS, il est prévu le versement d'argent de la Confédération au canton, et ceci pour chaque réfugié ou personne admise provisoirement attribuée à ce canton. C'est ce qu'on appelle les forfaits d'intégration. Et ces forfaits permettent donc de financer toutes les mesures d'insertion sociale et professionnelle que chaque canton a ensuite une marge de manœuvre pour concrétiser, pour opérationnaliser. Toutefois, c'est un aspect important, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Ce financement fédéral est limité dans le temps. Il finance les mesures cantonales sur une période de 5 ans pour les permis réfugiés et sur une période de 7 ans pour les permis F réfugiés et les personnes admises provisoirement. Une fois ces délais passés, on dit dans notre jargon que les personnes sortent des forfaits, ce qui signifie que les mesures seront désormais et financièrement à la charge des cantons. Je vous propose de garder ces notions en tête car c'est important lorsqu'on reviendra, je pense, plus tard sur le programme d'allègement budgétaire, le PAB, c'est important cette question de forfait et de sortie de forfait. J'aimerais aborder maintenant peut-être un peu plus concrètement ce qu'on fait au CSP à Neuchâtel en matière d'intégration professionnelle. Donc notre travail quotidien est d'accompagner nos publics cibles dans la clarification de leurs compétences, de leurs ressources et de leurs objectifs d'insertion. Il s'agit donc de construire avec eux un projet qui soit réaliste et réalisable, de soutenir bien sûr l'apprentissage des CB, donc ce qu'on appelle les compétences de base, en premier lieu le français dans le canton de Neuchâtel, de favoriser la recherche de stages de formation et d'emploi, avec en parallèle de toutes ces étapes, la préparation et la mise à jour continue des dossiers de candidature, de coordonner les démarches avec différents partenaires et le tout de développer l'autonomie, mais tout en continuant de soutenir les personnes. J'aimerais juste revenir, avant qu'on passe à la slide suivante, sur cette notion de coordination des démarches avec les partenaires, parce que c'est un élément qui est vraiment essentiel dans notre travail. On est effectivement constamment en lien avec différents partenaires, que ce soit les assistantes sociales, les assistants sociaux des services d'aide sociale, les écoles de langue, bien sûr, les secteurs de préformation, les offices cantonaux d'orientation scolaire et professionnelle, le service de la formation, le service de l'emploi, toutes les écoles professionnelles lorsqu'on fait des accompagnements en apprentissage, les hautes écoles, les universités, les entreprises, etc., etc., etc. Donc, toutes ces collaborations, c'est vraiment un aspect
vraiment fondamentale, car on peut vraiment, entre guillemets, rien faire tout seul dans notre coin. Ce qui fonctionne en très résumé, c'est cette, notion d'accompagnement individuel, régulier, de proximité avec les personnes et qui sont aussi très régulièrement couplées avec des mesures plus collectives. Ce qui fonctionne également, c'est la mise en stage, afin de découvrir les réalités des métiers en Suisse, d'acquérir de l'expérience, locale et aussi de se constituer progressivement un réseau. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est la formation, encore et toujours, que ce soit des formations de courte durée ou de moyenne durée, ou bien des apprentissages de type AFP ou CFC, ou finalement toute autre mesure qui permet d'acquérir des compétences ou bien de valider des compétences qui ont été acquises au pays. Et comme je le disais tout à l'heure, ce travail de réseau avec et finalement aussi avec les collaborations qu'on a avec les entreprises. En termes de résultats, ben, on peut les mesurer à l'aune de la progression dans l'apprentissage des compétences de base et aussi ben, plus quantitativement en termes de nombre de stages qu'on a pu mettre sur pied, d'entrée en formation ou bien de prise d'emploi. Ce qui fonctionne un petit peu moins bien, et c'est la slide suivante, alors voilà, le manque systémique de solutions de garde d'enfants, c'est un énorme nœud au niveau d'une recherche de travail et c'est spécifiquement les femmes qui sont péjorées par ce manque de solutions de garde, que ce soit en préscolaire, soit en parascolaire. Par effet de miroir, j'aurais envie de vous dire que les éventuelles difficultés d'insertion de ce public parlent aussi du marché du travail en Suisse et aussi du marché des places de formation, extrêmement exigeant en termes de compétences, que ce soit des compétences techniques, des compétences métiers, mais aussi en termes de savoir-être et de compétences simplement de base. Dans les difficultés, on doit aussi évoquer le fait qu'il est compliqué de faire reconnaître des diplômes acquis au pays. Il est aussi compliqué de faire reconnaître une expérience professionnelle, qu'elle ait été acquise dans le pays d'origine ou durant le parcours migratoire. On peut aussi parler de trajectoires de vie qui sont quand même souvent complexes en termes de traumatisme, de santé physique, de santé psychique, avec des personnes qui ont des soucis de santé et qui sont dans des situations parfois fragiles, voire très fragiles de ce point de vue-là. Et pour certaines personnes, d'obstacles de l'apprentissage de la langue, ce qui est particulièrement marqué dans des situations de personnes qui n'ont pas du tout été scolarisées dans leur pays d'origine. Mais j'aimerais juste terminer ma présentation par dire que la motivation n'est absolument jamais un obstacle. La motivation à apprendre, à se former, à chercher un emploi n'est pas un obstacle, en tout cas que nous, on observe au quotidien avec les personnes qu'on accompagne, qui sont très généralement très reconnaissantes à la Suisse de les avoir accueillis et qui vivent très globalement mal le fait d'être dépendants de l'aide sociale. Et j'aurai encore un témoignage très touchant de l'un de nos bénéficiaires, mais je propose peut-être de le lire un peu plus tard. Et à ce stade, je repasse la parole, j'imagine, au service des migrations. Alors, c'est moi qui reprends la parole. Merci beaucoup pour Pardon. cette présentation. Et puis, alors je note qu'on viendra aussi quand même au témoignage un peu plus tard, parce que ce serait intéressant d'avoir aussi un témoignage. Du coup, je vais passer la parole effectivement au service des migrations, donc à Karine Lambert, que je laisse se présenter en quelques mots et puis prendre la parole. Merci. Merci, bonjour. Oui, donc je m'appelle Karine Lambert, je suis responsable de l'Office de l'intégration et de la formation du domaine de l'asile au service des migrations donc de l'État de Neuchâtel, qui est un grand service qui chapeaute 5 offices. Et puis nous, eh bien, on est le dernier né, directement né suite finalement à l'arrivée de l'agenda intégration suisse en 2019. Donc ça a passablement modifié le paysage au niveau de l'asile pour le canton et pour les différents cantons suisses. Dans notre office, on a différentes activités. Là, vous avez le petit programme qui est présenté. Je vous propose de passer directement à la suite pour gagner un petit peu de temps. Merci. Donc, si vous voulez, on est l'office propre à l'intégration et puis on a 3 volets différents. On a notamment l'enseignement des compétences de base dans un centre qui s'appelle Espace. J'y reviendrai tout à l'heure.
On a un suivi et un accompagnement dans l'insertion socio-professionnelle de notre public. On s'occupe spécifiquement des personnes permis F, permis N et puis permis S, mais Leila Weber pourra en parler tout à l'heure. On a un suivi qui se rapproche fortement de ce que Madame Takela a expliqué jusqu'à présent. Et puis, on a aussi des travaux d'utilité publique, je vais y revenir tout à l'heure, qui était la première mesure d'intégration du canton pour notre service. Mon office représente environ une trentaine de personnes, 17 enseignants qui travaillent donc dans ce centre espace et qui donnent des cours en compétences de base de français, TIC et numératie, 9 conseillers en insertion socio-professionnelle. Pour le public AIS, on appelle le public AIS entre nous, donc public FN principalement, et puis pour le public S aussi. On a aussi mis en place un système de traduction pour les personnes permis S. Donc comme ça, on a pu les recevoir assez rapidement au début du conflit, sans attendre qu'elles aient un niveau de langue nécessaire, requis pour parler français. Puis on a un coordinateur donc des travaux publics et puis moi en tant que responsable d'office. On peut passer à la slide suivante. Donc, Espace, on pourrait dire beaucoup de choses sur Espace. C'est une structure qui a 5 ans maintenant, qui est née d'une collaboration active entre le service des migrations et le service de la cohésion multiculturelle, ainsi que les œuvres d'entraide que sont Caritas et CSP. Le but, rapidement, c'était et c'est toujours de donner des cours de français au public issu de la migration, mais dans un contexte un petit peu différent d'une école de langue classique. On a voulu faire un lieu de vie où on apprend le français sous 3 axes différents, les cours en classe, mais aussi le français en faisant des choses. Donc on a tout un panel d'activités qui sont proposées, chant, dessin, tissage, etc., photographie notamment. Et puis, on a aussi des stages qui sont proposés au sein même de cette structure parce qu'on a un restaurant, on a une halte-garderie, on a aussi tout un service d'intendance qui nous permettent de dégager 24 places en fait de stages qui sont proposées sur 3 mois puis qui sont renouvelables. Espace, c'est 2 structures sur 2 lieux, donc La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Et puis, c'est environ, là, on a mis 300 apprenants, mais ça peut varier d'une session à l'autre, on en a légèrement plus. Et peut-être dire aussi que depuis 2 ans, le public a été fortement changé par rapport au départ de la structure, c'est-à-dire qu'on a eu toute une arrivée de jeunes apprenants et on a ouvert 6 classes pour des jeunes apprenants en provenance d'Afghanistan qui sont des mineurs non accompagnés. Dire aussi qu'on s'adapte en fait aux différentes populations qui arrivent en Suisse, dans notre canton. Voilà. Travaux d'utilité publique, je vais être rapide. Donc, comme je le disais, c'était la première mesure, si on veut bien au niveau historique, pour notre service, mesure d'intégration qui existait, qui a environ une quinzaine d'années, je crois. C'était, et c'est toujours, on a gardé cette mesure, une mesure d'insertion qui permet des travaux, comme son nom l'indique, d'utilité publique, dans des collaborations avec des structures étatiques et para-étatiques, d'une durée de 6 mois qui sont également renouvelables. Le but au départ, c'était de favoriser donc le lien entre la personne migrante et des professionnels de ces structures pour accéder à certains types de postes et certains types d'engagements. Et effectivement, dans les faits, on a parfois des engagements qui surviennent à l'issue de ces types. Voilà, je crois qu'on peut passer à la suite. Français pour tous, je le mentionne aussi parce que le service d'immigration n'est pas le service en fait qui propose des mesures d'intégration. Il va plutôt utiliser les mesures d'intégration qui sont proposées par d'autres services partenaires, notamment le service de l'action sociale ou bien le service de l'emploi. Mais au sein même du service d'immigration, on a 2 mesures qui sont propres à notre service, qui sont la première, les travaux d'utilité publique, et puis Français pour tous, qui est aussi une mesure de cours de langue qui existait bien avant la création du Centre Espace et qui est une collaboration avec l'Université de Neuchâtel, où ce sont les étudiants qui sont en faculté des lettres qui accompagnent bénévolement
des personnes issues de l'asile à raison de 2h30 par semaine sur le temps de midi pour leur donner aussi du français. Et c'est ouvert au permis N, au permis F, au permis B, au permis S. Voilà. Donc c'est un joli partenariat qui permet aussi d'impliquer la société civile en fait dans l'intégration de ces personnes. Et puis, je passe la parole à ma collègue Leïla Weber pour vous parler du suivi propre au CISP. Je reviendrai en fin de présentation pour évoquer la spécificité du suivi au niveau des permis S. Merci. Donc, Leïla Weber, je travaille avec Karine Lambert pour l'OIFA, donc pour le service des migrations du canton de Neuchâtel. Je suis conseillère en insertion socio-professionnelle depuis bientôt 7 ans. Donc, je vais essayer d'être complémentaire par rapport à ce qu'a dit ma collègue Karine Takela et puis juste avant ma chef. Donc, vous avez déjà eu un bref aperçu de ce qu'est l'agenda intégration suisse. On a des personnes primo-arrivantes qui se trouvent face à 3 parcours d'intégration. Le premier qui est de l'intégration sociale, on l'a mentionné au préalable. Le second qui est une préparation au marché du travail. Et puis le troisième qui est une préparation à la formation. Évidemment, dans l'agenda intégration suisse, on a dit qu'on nous donnait les moyens financiers par la Confédération. Ces moyens ont pour but de remplir des objectifs. Vous en avez quelques-uns ici sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder parce que Karine en a déjà brièvement parlé tout à l'heure. Et puis, donc, comme je disais, c'est le service de la cohésion multiculturelle dans le canton de Neuchâtel qui reçoit les forfaits de la Confédération par personne pour nous donner la possibilité d'organiser puis de mettre en place des mesures qui favorisent l'intégration. On a parlé de la durée dans laquelle ça pouvait se faire tout à l'heure. Et puis finalement, le mandat CISP, il a des objectifs généraux qu'on a aussi déjà évoqués, qui est de construire un projet d'insertion socio-professionnelle pour la personne, assurer la cohérence de son parcours, et puis de la mener vers ce qu'on appelle les structures ordinaires. J'y reviendrai tout à l'heure. Le public cible du mandat CISP, Karine Takela l'a évoqué tout à l'heure, donc les personnes qui relèvent du domaine de l'asile et puis qui résident dans le canton de Neuchâtel. Le mandat est possible dès 16 ans. Pour les personnes qui bénéficient des forfaits d'intégration, ça c'est les finances de la Confédération. Et puis, on a aussi le droit, dans certains cas, de suivre des personnes hors forfait, sorties des forfaits depuis 2019, où s'est créé l'AIS. Les critères pour le début d'un suivi actif avec un conseiller ou une conseillère en insertion, c'est notamment le niveau de langue, un niveau A1.2 acquis et attesté, une certaine disponibilité, une certaine mobilité pour se déplacer dans le canton, et puis pas d'entrave évidente à la future intégration de la personne. On a quelques spécificités cantonales. Une des choses qui fait notre richesse, je pense, c'est cet aspect inter-institutionnel, parce qu'on travaille, comme on l'a dit, avec le service de la cohésion multiculturelle, Caritas CCSP et puis le service d'immigration. Donc voilà, ça fait des échanges riches. Les autres choses qui sont spécifiques au canton, une structuration temporelle dans le suivi. On a un outil commun de monitorage qui s'appelle Centralis, qui nous est bien utile. Le passage du livre du dossier, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les personnes passent dans ce qu'on appelle les structures ordinaires, c'est-à-dire comme les tout-venants, le service de l'emploi pour le parcours emploi, et puis le service des formations post-obligatoires pour ce qui est des formations. Et le reste, je l'ai déjà mentionné, pour les hors forfaits, on a la chance de pouvoir les accompagner dans les mesures habituelles, mais ils ne dépendent plus des finances de la Confédération, mais des finances du canton à ce stade. Donc, les étapes du suivi CISP. Le suivi des CISP a pour objectif principal de faciliter l'accès des bénéficiaires aux structures ordinaires et puis de diminuer la charge financière de l'aide sociale. Plus concrètement, on rencontre les personnes pour une première évaluation assez vite après leur arrivée. Et puis l'idée, ça va plutôt être de leur donner les contours de leur futur parcours d'intégration. Mais à ce stade, on leur donnera plutôt des informations qui vont se compléter à l'aide, là en l'occurrence, du module Introduction à l'insertion. On a eu la chance dans notre mandat de pouvoir créer 4 modules collectifs
le module introduction à l'insertion, un module stage, un module formation et un module professionnel. Et ce sont des outils bien utiles parce que ils ajoutent une part de collectif à tout ce suivi individuel. Donc, c'est un chouette outil. Quelque temps après, quand la personne va atteindre les critères pour un suivi CISP, on va faire l'évaluation d'eux et puis on va estimer avec elle le parcours à suivre selon différentes choses, son parcours avant l'arrivée en Suisse et puis ses envies et ses compétences et capacités une fois qu'elle est arrivée ici. Donc, on va débuter un suivi, un accompagnement individuel et puis Et puis, au cours de cet accompagnement individuel, on va pouvoir mettre en place différentes mesures. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des modules collectifs, mais il y a aussi la possibilité de mettre en place des stages pour favoriser l'expérience professionnelle. On a des programmes d'insertion liés à notre service de l'aide sociale cantonale. On a aussi un tissu local d'entreprise qui est très riche, donc ça c'est chouette. Et puis sinon, on a la possibilité de mettre des choses plus spécifiques. On a parlé tout à l'heure des cours de compétences de base, donc c'est ici ce qui s'appelle cours CB, mais on peut entrer dans le plus spécifique pour le besoin du parcours de la personne. Par exemple, si on imagine un jeune qui veut entrer en CFC de emploi et de commerce, ben peut-être qu'il aura besoin de quelques cours d'allemand ou d'anglais ou des choses comme ça. Donc, voilà pour ce qui est des mesures. On en a tout un panel et puis c'est très riche les mesures auxquelles on peut faire appel en tant que CIS dans le canton de Neuchâtel. Peut-être juste vous parler encore brièvement, mais je vois que le temps avance, excusez, de nos séances intracisme. J'ai dit qu'une des forces du canton, c'était cet aspect interinstitutionnel et c'est chouette parce qu'il y a une volonté d'harmoniser les pratiques du travail des CISP entre Caritas, le CSP et le SMIG. Donc à ce titre, on se rencontre une fois par mois, très régulièrement. Et puis l'objectif de ces rencontres, c'est de se présenter les dossiers. En fait, avant d'ouvrir l'enveloppe des forfaits de la Confédération, on va faire valider le dossier qui a une orientation donc vers le parcours emploi ou vers le parcours de formation auprès de nos autres collègues. On va leur présenter le projet de la personne et puis la validation du projet, ça va amener à l'accès à cette enveloppe financière. Et puis au cours de ces rencontres, on fait aussi un échange de pratiques, comme je disais, qui est très riche. Donc, autant on travaille de manière institutionnelle, autant on a une grande liberté et autonomie dans la mise en place des projets pour nos bénéficiaires et c'est vraiment très, très chouette. Et je repasse la parole à ma chef. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. Merci de votre écoute. Oui, rapidement, merci Leïla. Terminer la présentation avec la question du suivi des personnes permis S. Donc, on a débuté ces suivis rapidement au début du conflit, dès mai 2022. Mais au départ, on n'avait pas du tout de systématique puisqu'on fonctionnait un petit peu au jour le jour. Il n'y avait pas non plus d'injonction de la part de la Confédération à ce moment-là. Les choses se sont systématisées au fil du temps avec des choses déjà fin 2024 des attentes beaucoup plus claires hein, de la part du secrétariat d'État aux migrations. Cette slide, je vous l'ai mise comme ça juste pour ne pas vous expliquer le processus un petit peu indigeste sur la partie de droite, mais peut-être dire que tout un suivi a été défini en collaboration avec nos partenaires, notamment le service de la cohésion multiculturelle et puis le service de l'emploi. Et c'est à trois qu'on travaille activement à l'intégration de ces personnes. Le service de la cohésion multiculturelle s'occupe de tout le parcours de langue. Les CISP du service des migrations suivent de manière individualisée les personnes pour les préparer à l'employabilité, à l'emploi. Et une fois qu'on les sent prêtes, eh bien, ces personnes basculent au service de l'emploi, soit pour des mesures propres au service de l'emploi, soit pour directement entrer sur le marché du travail. À noter qu'à travers les stages qu'on met en place au niveau du suivi CISP, ben bien sûr, cela crée aussi parfois des opportunités d'emploi qu'on saisit et puis il y a des prises de travail qui se font ainsi. Analyse de tous les inactifs, j'ai mis cette petite partie pour vous dire que depuis fin 2024, début 2025, on est vraiment entré dans une systématisation des suivis avec un focus sur les personnes périodiques où on voit qu'il ne se passe plus grand-chose ou qu'elles disparaissent un petit peu de nos radars. On va voir ce qu'il en est et voir s'il faut
les reprendre les suivis pour justement travailler avec elles dans le but d'atteindre justement l'objectif soit de la formation, mais plutôt de l'emploi au niveau du permis S quand on est des personnes adultes. On peut passer peut-être à la slide suivante. Donc, précision et particularité pour ce public S, ce sont des personnes qui osent travailler dès le premier jour de leur arrivée sur le territoire, avec depuis dernièrement une facilité en passant uniquement par une annonce d'activité auprès de l'Office de la main-d'œuvre étrangère lorsqu'il y a une prise d'emploi. On a donc, comme je vous l'ai dit dans la slide précédente, la volonté d'avoir un suivi systématique pour toutes ces personnes aptes à la formation et l'emploi. Et pourquoi? Parce que le secrétariat d'État aux migrations nous donne des objectifs assez importants à atteindre, c'est-à-dire que pour la cohorte des personnes arrivées en 2022, eh bien, il était attendu qu'à la fin de l'année 2025, le 50% de ces personnes soient intégrées sur le premier marché du travail. Donc, ce qui est assez important. Et puis, cet objectif se poursuit en 2026. Si vous prenez les gens arrivés en 2023, eh bien, il faudra aussi qu'à la fin de l'année, le 50% de ces personnes soient intégrées sur le premier marché du travail. Donc, on y travaille fort pour pouvoir atteindre au niveau de tous les cantons ces objectifs-là. Bien sûr, ces objectifs, ils sont aussi dépendants de la situation économique de chaque canton, à savoir que ces 50%, il est pondéré en fonction du taux de chômage de chaque canton. Et puis, on a des rendus périodiques de la part de la Confédération à ce niveau-là, donc du secrétariat d'État aux migrations. Juste, je vous interromps 2 secondes, il faudrait gentiment qu'on finisse la partie présentation parce qu'il est déjà presque 13 heures. Alors, je vais m'arrêter. Dire globalement que le parcours d'intégration pour ce public S, il se rapproche de plus en plus et il est quasi similaire à ce qui est proposé pour le public AIS, qui est d'ailleurs une attente de la part de la Confédération, et qu'on a une collaboration active avec l'ORP pour le passage à l'emploi, comme je l'ai déjà dit. Terminant en disant que les enjeux pour ce statut S, c'est le passage du statut S en B à l'ORE 2027 qui doit encore être défini par la Confédération, on est encore en attente de certaines réponses, et puis qui pose certaines questions dans les différents cantons auxquels nous n'avons pas encore toutes les réponses. Voilà. Je crois qu'il y avait une dernière slide, ou bien c'est Leïla, si on passe à la suivante, je crois que j'aurais terminé ma présentation. Oui, j'essaye. Ça ne passe plus, mais j'ai terminé la présentation et je vous remercie pour... Voilà, c'est bon. Oui, peut-être juste les ressources et les freins. Certains sont les ressources spécifiques au permis S, ce sont des gens extrêmement bien formés dans leur pays d'origine. Ce sont des gens qui ont un niveau de scolarité similaire au nôtre. Donc voilà, on a une intégration au départ qui part sur d'autres bases que nos publics AIS qui viennent parfois avec des situations beaucoup plus éloignées au niveau des prérequis scolaires. Et puis, ce sont des gens aussi qui ont effectué différentes activités dans leur pays d'origine, donc il y a une grande polyvalence. Dans les freins, c'est pas toujours facile à traduire au niveau de notre marché du travail suisse, au niveau des exigences de base, qui ne reconnaît pas forcément toujours leur titre, au niveau de parcours parfois atypiques qu'ils ont pu avoir en Ukraine, et puis au niveau aussi bien sûr du marché du travail local. Actuellement, on connaît une situation de chômage assez importante dans le canton qui ne facilite pas l'intégration de ce public comme des autres publics d'ailleurs. Voilà, je vais rapidement pour terminer cette présentation. Merci. Merci beaucoup à tous pour vos présentations. Moi, j'aurais bien voulu quand même, avant qu'on commence la discussion, entendre ce témoignage que Karine Takela nous proposait. Alors, très volontiers. Donc, c'est le témoignage d'un homme turc d'origine, qui a participé à un mandat chez nous qui s'appelle le mandat actif. Je vous dis ça parce que le mot actif va surgir à plusieurs moments du témoignage. Ce mandat actif, en fait, s'adresse à des personnes qui sont principalement sorties des forfaits et qui sont en train de basculer d'une insertion plutôt sociale vers une insertion plus professionnelle. Donc,
Leïla parlait avant de ces parcours, ces 3 parcours. Donc là, on est sur des gens qui passent du parcours social à un parcours professionnel. Donc voilà, je commence ma citation. Mon intégration au programme actif en 2023, sous votre responsabilité au CSP, a marqué un tournant essentiel dans mon parcours en Suisse. En tant que père célibataire d'une jeune femme autiste, ma priorité reste sa prise en charge, ce qui rend un emploi traditionnel difficilement compatible avec mes obligations familiales. La mesure active a parfaitement compris cette réalité. Elle m'a offert un cadre bienveillant et flexible qui m'a permis de sortir de l'isolement sans compromettre l'équilibre de ma fille. Grâce au soutien du CSP et à la collaboration avec l'école Espace, j'ai pu mettre mes compétences informatiques au service d'autres migrants, d'abord via un contrat ISP, puis à travers mon projet avec l'association culturelle Horizon. Cet accompagnement m'a redonné un sentiment d'utilité sociale profond. Il m'a permis de retrouver confiance en moi, de me sentir utile à la société et de renforcer mes liens avec la communauté locale. Ce qui m'aurait manqué sans cette mesure, c'est cette passerelle précieuse entre l'aide sociale et la vie active qui valorise les compétences individuelles tout en respectant des contraintes familiales. Actif offre la flexibilité et la reconnaissance nécessaires pour les personnes dans ma situation, tout en donnant un nouveau sens à mon quotidien et en me permettant d'évoluer tant personnellement que professionnellement. C'est une mesure qui ne se contente pas d'aider, mais qui valorise les compétences et encourage l'initiative personnelle. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est effectivement intéressant d'avoir un témoignage. Je vous propose de passer à la discussion. Voilà, les journalistes présents ont la priorité pour poser les questions, vu que l'idée c'est surtout de pouvoir aussi dialoguer avec les journalistes. Alors n'hésitez pas à lever la main virtuelle ou à poser des questions dans le chat. Et on a quelques questions qui sont assez techniques pour le moment dans le chat. Si vous voulez qu'on commence, peut-être avec la question: comment est-il possible de valider les compétences que les personnes elles ont acquis dans le pays? Peut-être pour Karine Takela, quelles sont les stratégies effectivement pour essayer de faire reconnaître les compétences de ces personnes? Alors, faut être un peu créatif. Non, donc il y a une partie où on va quand même utiliser les entreprises pour faire des mises en stage de plus ou moins longue durée, ce qui permet de valider les compétences acquises dans un domaine précis, de voir qu'est-ce que la personne sait déjà et peut-être ce qui manquerait pour pouvoir correspondre aux exigences du marché du travail en Suisse par rapport à un domaine précis. Ces stages en entreprise sont très précieux pour ça, ce qui permet aussi d'avoir des certificats de stage et aussi d'avoir une référence professionnelle à l'issue du stage. Sinon, sur des choses un petit peu plus formelles, on a fait appel à l'article 32, donc qui permet de valider des compétences pour des personnes qui sont en emploi et qui visent l'atteinte d'un CFC tout en travaillant. Et quelque chose qui existe, mais que moi personnellement, j'ai jamais utilisé, c'est la VAE, donc la validation des acquis et de l'expérience. Je sais plus exactement quel est l'acronyme. Je laisserai peut-être Leïla compléter. Ça, c'est aussi quelque chose qui existe, mais moi personnellement, que j'ai pas encore utilisé. Oui, Leïla Weber, vous pouvez compléter si vous avez un. Alors moi, j'ai utilisé la validation d'acquis par l'expérience, mais à l'intérieur d'une procédure d'article 32. Donc j'ai une personne qui typiquement, c'est une personne qui est originaire de Libye, qui a fait un diplôme universitaire dans l'éducation spécialisée, et puis qui est en train qui a fait beaucoup de stages et de bénévolat, notamment près de Recife depuis son arrivée en Suisse. Et puis qui en fait, grâce à ses stages et puis au temps passé dans son pays à travailler dans ce domaine, va pouvoir faire une validation des acquis de l'expérience. Et puis elle, en l'occurrence, va faire un CFC par la voie d'article 32, c'est-à-dire que elle doit cumuler un certain nombre enfin, j'allais dire d'heures, mais on parle d'années d'expérience professionnelle cumulée à un groupe de travail. Et puis un examen à la fin pour prétendre à un CFC. Puis en fait, elle aura finalement pas suivi les cours duals dans une école traditionnelle, mais passé par les stages et puis par son expérience au pays pour valider ses acquis de l'expérience. Merci bien. Je
Peut-être On a, Karine Lambert peut compléter, mais non, non, c'est bien. Ok, on va le faire, c'est nécessaire. Ok. On a une question dans le chat qui dit serait-il possible en Suisse, c'est bénéfique pour tout le monde, d'aligner les critères nécessaires pour la naturalisation au niveau communal et cantonal? Alors là, je vais redonner la parole à Stéphane Manzeregli parce que c'est justement ce que demande cette initiative pour la démocratie, si j'ai bien compris. Oui, justement, en fait. Ouais, je pense déjà, peut-être pour commencer, typiquement, pour la naturalisation, il s'agit de la citoyenneté ou la nationalité suisse qu'on obtient. Et comme ça, dans d'autres pays, typiquement, c'est vraiment une autorité nationale qui s'occupe de tout cela. Maintenant, en Suisse, avec son histoire du fédéralisme et tout ça, on obtient toujours la triple citoyenneté, si vous voulez, au niveau communal, cantonal et fédéral. Et c'est pour ça que c'est toujours ces trois niveaux aussi qui doivent être d'accord avec cette naturalisation parce qu'on obtient tous ces citoyennetés. Mais évidemment, la citoyenneté cantonale ou communale, c'est pas très important aussi pour les personnes suisses, si vous voulez. Mais historiquement, c'est comme ça. Mais ça reflète aussi une certaine idée de l'intégration locale, justement, que ce soit la commune qui sait, qui est le plus proche des personnes, qui sait le mieux si la personne est vraiment bien intégrée ou pas, si vous voulez, selon la loi. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup des politiciens, mais aussi des gens du public qui s'opposent à une harmonisation au niveau fédéral. C'est par rapport à ça. Là aussi, ce qu'on voit, c'est au niveau fédéral, on a des critères minimaux pour la naturalisation. Du coup, là, par exemple, on définit quel niveau de langue minimal on devrait avoir ou quelle durée de séjour minimale au niveau de la commune ou du canton. Et les cantons peuvent aller au-delà par rapport à ces critères d'intégration au niveau fédéral. Ça, c'est un autre élément que l'initiative voudrait limiter pour dire, voilà, il y a des critères fixes qui sont les mêmes partout en Suisse et les cantons et les communes ne peuvent pas aller plus loin forcément. Ouais, je pense que je le laisse à ça. Est-ce que c'est faisable? Ça, je ne sais pas, justement, le fédéralisme, c'est l'obstacle qui reste. Justement, je voulais vous relancer. On a vu dans le débat au Conseil national sur cette initiative qu'il y avait un peu cette question, comme vous l'avez dit avant, où commence ou finit l'intégration et puis à quel moment. Donc il y avait l'idée que, en fait, il faut que les gens ils soient intégrés dans la commune, etc., pour obtenir la naturalisation. Mais il y a aussi l'idée qu'avec la naturalisation, on peut s'intégrer parce qu'on peut participer à la citoyenneté. Donc il y a aussi cette question qui est sortie un peu maintenant de où commence ou finit cette intégration, non? Oui, tout à fait. Ce débat, il est aussi vieux que la notion d'intégration, si vous voulez, parce que il y a d'un côté ceux qui pensent, si vous avez ce modèle graduel de l'intégration, c'est la dernière étape, le dernier pas où il faudrait arriver. Et là, évidemment, c'est seulement qu'on remplit déjà tous les critères qu'on peut accéder à la nationalité. Et par contre, de l'autre côté, c'est clair que si vous n'avez pas le droit de participer politiquement, par exemple, vous n'allez pas pouvoir, mais aussi ne pas avoir l'intérêt de la même sorte de participer politiquement parce que vous n'avez pas le droit de voter à la fin du jour. Et du coup, si vous avez le droit déjà, ça facilite aussi votre intégration, si vous voulez. Du coup, il y a vraiment ces deux types de questions, mais toujours restant dans le cadre de l'intégration. Et c'est un discours qui ne s'applique pas de la même manière aux gens qui ont déjà le passeport suisse depuis la naissance parce que personne ne va leur demander les mêmes questions par rapport à l'intégration locale. Est-ce que vous êtes membre dans un club ou des choses comme ça? C'est ce que je trouve intéressant toujours par rapport à ce débat. Merci bien. Moi, je voulais juste revenir à un élément que vous avez mentionné, Karine Takela, c'est le fait que ces forfaits d'intégration, à un moment donné, ils se terminent. Et vous avez évoqué les mesures d'économie au niveau fédéral. Est-ce que là, ça va vous poser des problèmes aussi pour suivre ces personnes? Ça va un petit peu dépendre des options qui vont être prises par le canton, parce que donc si on revient, on se souvient donc ces forfaits d'intégration financent actuellement les mesures cantonales sur 5 ans pour les B réfugiés et 7 ans pour les admis provisoires et les F réfugiés. Et puis on disait tout à l'heure donc de passer ces délais, les financements de ces mesures vont passer à la charge du canton. Et c'est précisément ce qui est prévu dans le programme d'allègement budgétaire, c'est de ramener tout le monde à 5 ans, donc et les F admis provisoires et les F réfugiés, et bon, les B réfugiés sont déjà à 5 ans, mais l'économie au niveau de la Confédération,
elle est en partie, elle est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un report de charge sur les cantons. Après, qu'est-ce que le canton va choisir de poursuivre comme financement sur les mesures qui sont au préalable financées par la Confédération? Donc, les cantons peuvent décider de garder la totalité des mesures ouvertes aux personnes qui sortent des forfaits, ou bien, selon les options politiques et selon les moyens financiers à disposition, réduire les mesures qui sont à disposition des personnes qui sont hors des forfaits. Donc, ça peut possiblement dire moins de suivi d'une conseillère en insertion, moins de cours de français, moins de mesures XY. Donc, oui, ça peut possiblement avoir un impact sur notre travail, sur les mesures accessibles ou hors forfait, et avoir un impact, je dirais, négatif sur les processus d'insertion, parce qu'on le voit avec le Parlement des réfugiés, qui disent toute rupture dans le processus d'accompagnement est délétère, peut avoir potentiellement un effet négatif. Donc nous, on saute pas de joie de ce programme d'allègement budgétaire avec ce qui est prévu dans les coupes dans l'asile, quoi. Peut-être le SMIC, vous voulez aussi donner votre avis sur cet élément? Pardon, voilà, petite question de micro. Je crois que Madame Takela a bien résumé les enjeux. Au niveau du suivi des personnes permis F, donc cela va amener vraiment un net changement, puisqu'actuellement on a 7 ans de forfait pour ces personnes, enfin on a 7 ans pour atteindre les objectifs de l'AIS, et puis là, eh bien on va passer de 7 à 5 ans. Donc oui, clairement on a un temps qui se réduit. Et on a des décisions, effectivement, certainement au niveau du canton qui vont être prises pour savoir quelles sont les mesures qui vont être maintenues, lesquelles vont peut-être être réduites ou amenuisées. Et puis au niveau du public, peut-être dire aussi que le temps d'apprentissage de la langue, lui, il va pas changer pour une personne qui arrive dans notre canton. Et puis là aussi, bien, on a des fortes différences quand vous avez des jeunes, notamment des jeunes mineurs non accompagnés. Enfin, je prends vraiment ce public jeune de 15 à 25 ans qui arrive. Ils ont une capacité à apprendre et à acquérir les codes beaucoup plus rapide que des personnes adultes qui ont déjà tout un parcours dans leur pays d'origine. Donc là aussi, selon le public que l'on a intégré, on peut avoir un temps d'intégration qui varie. Et donc les vagues migratoires ont aussi un impact en fait sur la durée, le temps que l'on a à disposition pour intégrer les personnes. Merci bien. Je pense qu'on va encore prendre peut-être 2 questions sur des permis ou des personnes particulières. Dans les questions dans le chat, on a au niveau des permis S, qu'en est-il des personnes issues des communautés roms? Puis j'accompagne avec quelqu'un qui dit qu'en est-il des permis B? C'est vrai qu'on a parlé un peu des autres permis. Je vais peut-être donner la parole à Leïla Weber pour commencer. Pardon. Petit souci de micro aussi, excusez. Non, je réagissais, je faisais des gestes, mais je voulais pas forcément prendre la parole. Mais en l'occurrence, je vais passer la parole à Karine Lambert pour ce qui est des permis S. Pour ce qui est des permis B, je crois que ça a été pas mal couvert par Karine Takela. En fait, les permis B sont vraiment suivis par Caritas et le CSP, comme elle l'a mentionné, de même que les permis F réfugiés. Et puis, on a cette clé de répartition, en fait, dans le canton, où finalement, nous, le SMIG, on a plutôt les personnes admises provisoirement. Juste pour la précision. Par rapport à voilà. À la question de l'intégration des Roms, pour moi, c'est un public que l'on a très peu, nous, au niveau des conseillers en insertion socio-professionnelle, parce que c'est un public qui n'arrive finalement pas jusqu'à nous. Bien sûr qu'ils ont leur place leur est réservée comme au public S standard, on les accueille très volontiers, mais c'est un public, je dirais, qui va pas rester forcément très longtemps dans notre canton, assez volatile si j'ose dire. Et puis bien sûr au niveau de l'acquisition de la langue, ils ont une scolarisation qui est différente des personnes permis S standard. Donc là aussi, de toute façon, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, ce n'est pas un public pour le moment que l'on a pu vraiment accueillir au niveau de l'intégration socio-professionnelle. On va préciser que l'intégration sociale, elle commence dès le premier jour d'arrivée dans le pays et dans le canton. Très bien, merci beaucoup. Alors moi, je vais conclure avec une dernière question que je voulais quand même poser à Stéphane Manzeregli.
Comment est-ce que vous expliquez cette différence entre les Suisses romands et les Suisses alémaniques au niveau de justement ces exigences d'intégration envers les étrangers? Est-ce que vous avez un début d'explication? Oui, on le fait un petit peu dans le papier. Évidemment, on doit le faire en faire une sorte de direction ou des pistes pour expliquer cela. Et là, bien évidemment, on a des modèles qui existent, qui disent pas la Suisse alémanique, ça veut dire plutôt un modèle ethnique de la citoyenneté, c'est-à-dire la descendance est plus important, le sang c'est plus important que le modèle civique, si vous voulez, en Suisse romande, les deux côtés s'orientent un peu plus vers le modèle allemand et vers le modèle français. Par contre, ces modèles ont aussi été critiqués pour être trop stéréotypisés soi-même, si vous voulez, parce que la France aussi, on a les mêmes logiques de culturalisation, etc. Et l'Allemagne, là, elle a libéralisé beaucoup aussi ces droits à la naturalisation. Mais ça, c'est une piste pour dire, bah voilà, peut-être c'est juste le Röstigraben fameux qu'en Suisse romande, on est un peu plus ouverte par rapport à ces questions-là, moins discriminante, si vous voulez, par rapport à ces migration bias. Mais ça, c'est juste une piste et on a maintenant obtenu du fonds pour faire une similaire étude aux Pays-Bas. Et du coup, ce sera intéressant de voir si ce biais existe ici aussi et selon quelle ligne aussi. Du coup, on sera peut-être un peu plus là-dessus. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je propose pour que les personnes qui ont encore des questions plus techniques, vous n'avez pas eu de réponse, on va de toute façon vous envoyer les contacts des intervenants et vous pouvez sans problème leur écrire directement. Et je repasse la parole aux organisateurs pour terminer ce point presse. Mais merci Marie, merci beaucoup à Marie, Karine, Stéphane, Karine et Leïla pour cette séance très importante et informative. Et au nom de asile.ch et du NCCR Demo, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce point presse. Comme Marie vient de le mentionner, sur les slides, ici vous avez les contacts des intervenants et des intervenantes et aussi ces contacts seront disponibles sur le site d'asile.ch. L'enregistrement vidéo également sera en ligne normalement cet après-midi et vous recevrez encore un mail de Elodie plus tard ou demain, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, avec tous les liens nécessaires et toutes les informations nécessaires, aussi les contacts encore pour contacter les experts et expertes. Comme vous disait Marie, il y avait beaucoup de questions aujourd'hui, certainement un sujet qui fait beaucoup parler. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée à tous.